Dans le podcast cette semaine, on va pelleter des nuages en parlant du fameux bon groupe et de la trahison dans les jeux de société. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle chronique. Oui, pelleter des nuages, épisode 2. Et je suis toujours avec la même personne que pour le 1. Incroyable. C'est Christian Lemay. Salut Christian. Bonjour Paul Gara, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Super, j'ai très hâte d'enregistrer cette chronique où peut-être nous aurons un peu plus de désaccords que la dernière fois. Mais oui, parce que pour la première fois, on était plutôt alignés, c'est normal, c'est le début. Là, ça y est, on va pouvoir commencer à se foutre sur la gueule. Tout à fait. Sortez le popcorn. Ouais, avec beaucoup de mauvaise foi. Oui, parce que je sais que t'as déjà... parce que j'ai déjà lu ta chronique, en vrai, je triche. Et je sais déjà qu'on n'est pas d'accord. Tu révèles les secrets du magicien au public. Bien sûr. Les gens ont le droit de savoir. La transparence, c'est important. Non, mais c'est pour dire qu'on prépare vachement les émissions quand même. Oui, c'est un petit peu préparé. Eh ben, écoute, on a choisi des thèmes super différents de la dernière fois, enfin du mois dernier, puisque l'objectif, c'est de faire une émission mensuelle. Oui. Toi, t'es presque prêt pour faire 3 saisons, parce que t'as une avance sur moi. Ça, c'est un petit peu vexant. Je me suis emballé un peu. Je sens que moi, je suis encore en première, tu vois. J'ai pas passé la seconde. Mais on va y arriver. Alors, du coup, je te laisse révéler ta nouvelle chronique. Oui, alors je me lance. La chronique s'appelle « Avec le bon groupe ». Donc, c'est sans doute en fréquentant les forums ou les avis de Trick Track que je suis tombé pour la première fois sur des remarques du genre « Ouais, avec le bon groupe, ce jeu peut être bien amusant ». J'ai oublié de quel jeu on discutait, mais imaginons un jeu d'ambiance ayant connu son petit succès à l'époque, comme Oui, Seigneur des Ténèbres. Pour information, dans ce jeu, vous incarnez les sbires du Seigneur des Ténèbres et vous devez narrer, expliquer à ce dernier pourquoi vous avez, encore une fois, échoué dans la mission qu'il vous avait confiée et surtout mettre la faute sur le dos des autres. C'est donc essentiellement un jeu d'improvisation et de discussion. En lisant ceci, j'ai d'abord acquiescé. Je me suis dit, oui, c'est vrai que Oui, Seigneur des Ténèbres, avec des gens qui aiment l'improvisation et qui se foutent de gagner ou perdre, qui prennent un verre de trop, c'est vraiment drôle. Et pendant longtemps, je n'ai pas remis en question l'idée du bon groupe, des bons joueurs pour ce type de jeu parce qu'elle coulait de source. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'on réservait ce genre de commentaires uniquement à des jeux de communication ou des jeux d'ambiance et jamais à des jeux de stratégie. On n'entendait jamais à la même époque « Ah ouais, Puerto Rico, Kielus ou Agricola, avec les bonnes joueuses, ça peut être vachement amusant. » Et ça m'a profondément agacé parce que pour jouer à Age of Steam, il faut aussi des bons joueurs, ou en fait les bons joueurs. Malgré toute son intelligence, je ne jouerai jamais à Race for the Galaxy avec mon oncle, qui est pourtant une personne avec qui vous pouvez discuter à la fois de physique quantique et de Marguerite Yourcenar. Et j'ai compris que mon problème, c'est que on créait une forme de hiérarchisation implicite plutôt malsaine à chaque fois qu'on disait « avec le bon groupe ». Parce que d'abord, il y a un faux corollaire. Si on mentionne que certains jeux ont besoin du bon groupe, ça implique que d'autres n'en ont pas besoin. Sinon, on ne prendrait pas la peine de le dire, à moins d'aimer les tautologies. Donc, certains jeux sont amusants avec tous les joueurs, tous les groupes. Certains jeux sont si bons qu'ils n'ont pas besoin de conditions qui leur sont externes pour bien fonctionner. Et certains jeux ne sont donc que modérément bons car ils ont besoin de conditions externes pour fonctionner. Tout ça est faux. Je pense que l'origine du problème se situe, en partie du moins, dans une espèce d'homophilie en ligne. Sur les forums de jeux de société, on rencontre des amateurs de jeux de société. Ouh, Christian, merci de nous le préciser. Bravo! Mais on ne rencontre pas tous les types de joueurs. On rencontre surtout ceux qui aiment les jeux de stratégie, les jeux assez poilus. Parce que les joueurs dont les goûts ludiques se limitent à du Imagine de Cocktail Games, Double et autres loups-garous n'y viennent pas sur ces forums bien souvent. Ou s'ils y viennent, ils ne trouvent peut-être pas d'écho à leurs intérêts chez les autres intervenantes et repartent aussitôt. Et donc, par un glissement de sens, par une espèce de synecdote, c'est-à-dire prendre la partie pour le tout, l'inverse de la métonymie, on en vient à penser que pour être une vraie joueuse, il faut aimer les jeux de stratégie. Et qu'on n'a pas besoin d'aimer les jeux d'ambiance pour être un vrai joueur.
On en arrive à des aberrations comme mon ami Jason Schneider, qui, malgré plus de 15 ans à travailler chez Gamewright, un important éditeur aux États-Unis, derrière les jeux comme L'Île et Le Désert Interdit, ne se considère pas comme un vrai joueur parce qu'il n'aime pas Terraforming Mars et tous les jeux qui durent plus d'1 heure. Cet homme, donc, qui travaille dans le milieu de société, qui joue presque tous les jours de l'année, ne se considère pas, je vais le dire en anglais parce que c'est le mot qu'il a employé, like a gamer. Pourquoi donc? Parce qu'il n'aime pas les mêmes jeux que pratiquent les vrais joueurs sur Board Game Geek. Et c'est absurde parce que Jason, je te le dis, t'es un joueur, un vrai. Je me permets un peu de psychologie à 5 sous. L'envie de jouer à Top 10 ou à Télestration se retrouve moins chez les utilisateurs de Board Game Geek. Je ne clame pas son absence, mais juste le fait qu'il est moins universel que pour les jeux de stratégie. Et donc, on pourrait facilement avoir l'impression qu'il faut un groupe particulier, rencontré moins fréquemment dans ce monde en ligne, pour jouer à un jeu comme Oui, Seigneur des Ténèbres avec plaisir. L'autre problème avec cette pensée, qu'il faut le bon groupe, c'est qu'elle nie le facteur humain, le vivant. On joue toujours dans un contexte. Ça, c'est mon petit A. Donc, il faut penser au nombre de joueurs qu'il y a autour de la table. La place sur la table, est-ce que votre table est assez grande? Est-ce qu'il y a assez de superficie pour avoir tout le matériel nécessaire? Le taux d'alcool des joueurs, l'éclairage, l'heure à laquelle on joue. Non, c'est super important. Je pense à Étour. Le taux d'alcool, je vois pas ce que tu veux dire. L'heure à laquelle on joue, la fatigue, le jeu ou les jeux auxquels on a joué avant celui-ci, la langue dans laquelle on joue, parce que si on joue en espagnol, je vais avoir une vague idée de ce qu'on fait, mais j'aurai peut-être moins de plaisir. Tout ça, ce sont des facteurs humains, de groupe, dont dépend le succès d'un jeu, quel qu'il soit. Nous savons tous qu'un Ark Nova à 3 heures du matin, bourré, à 4 joueurs, dont 3 nouveaux qui n'ont jamais joué, c'est une mauvaise idée. Bref, le succès d'une partie d'Ark Nova dépend aussi des joueurs autour de la table. Petit B, cette pensée du bon groupe occulte l'interaction entre les personnes autour de la table. Gilles m'horripile. Mathilde part toujours se chercher un verre juste quand c'est à son tour de jouer. Karine prend 3 minutes pour jouer à un coup à Aventurier du Rail. Karine, tu prends 2 cartes, merci, bonsoir. Alex, constatant qu'il a perdu, souvent à tort, se plaint tout le long du jeu et décide de bousiller la partie de son voisin plutôt que d'essayer de faire au mieux. Gaston qui joue exactement le coup que lui dit de faire sa nouvelle copine juste pour être gentil avec elle. Et le pire, je vous le dis, le pire, c'est votre humble serviteur, moi. C'est l'éditeur qui s'exaspère et qui gâche votre plaisir en nommant tous les défauts d'édition du jeu que vous venez d'acheter. J'aimerais présenter mes excuses publiques à mon ami Maxime lors de notre dernière partie de Wormspan. Et petit C, c'est peut-être là le plus important, on oublie que 2 conditions sont nécessaires pour jouer à un jeu et avoir une bonne expérience. Il faut la capacité d'y jouer et l'envie d'y jouer. C'est probablement la dernière qui importe le plus. Mes 20 ans dans le milieu du jeu de société et les milliers de personnes que j'ai fait jouer me portent à croire qu'il s'avère plus difficile de faire jouer une personne qui n'en a pas envie qu'une personne qui ne comprend pas bien les règles ou les conséquences de ses choix dans une partie de salade de poing. Ma sœur est une ingénieure et qui, sans fausse modestie, a probablement un quotient intellectuel plus élevé que le mien, mais elle trouve pas de plaisir dans des jeux plus compliqués que Splendor. Et par conséquent, si on la force à jouer à Seven Wonders, qui est un jeu plus compliqué que Splendor, nous ne passerons pas un bon moment. Elle a la capacité d'y jouer, mais pas l'envie. Oui, même un jeu aussi enfantin que Seven Wonders, vous avez entendu les guillemets à enfantin, est trop compliqué pour ses goûts. Daniel Pennac ouvre son essai comme un roman, qui porte sur l'amour de la lecture, le goût de celle-ci. Il ouvre son roman en disant ceci. Le verbe lire ne supporte pas l'impératif, aversion qu'il partage avec quelques autres, comme le verbe aimer, le verbe rêver. On ne peut pas forcer quelqu'un à lire, à aimer ou à rêver, et je ne pense qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à jouer. On peut plus facilement apprendre quelque chose à quelqu'un que lui en donner envie. Et c'est pourquoi ça prend toujours le bon groupe pour jouer, un groupe avec la capacité et l'envie de jouer. Je serai quand même bon joueur, Paul Gara, et je vais concéder quelques contre-arguments déjà à ma thèse. Tu me facilites le travail. Les jeux de stratégie familiaux, disons Splendor ou Aventurier du Rail, produisent des expériences plus uniformes d'une partie à l'autre, si on y joue tel que la règle l'oblige, et donc qui dépendent peut-être un peu moins du groupe. Une partie de Quirkle ressemble beaucoup à une autre partie de Quirkle. Bien plus, en tout cas, que 2 parties de comment j'ai adopté un gnou.
Mais ceci ne vaut, je le répète, que si on y joue tel que la règle stipule. Et ça ne se produit pas toujours, surtout pas avec des joueurs qui n'ont pas envie de jouer à ce jeu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, si on pousse trop ces joueurs, même avec des jeux dits faciles ou universels, ils vont tricher, ils vont se tromper, ils vont râler, ils vont quitter. Bref, ils vont tout faire pour bousiller la partie du jeu dont ils n'avaient pas envie. Je concéderai aussi ceci, et ça nous vient de Manuel Sanchez, aujourd'hui directeur du Scorpion Masqué et qui est un bon ami à qui j'ai partagé ma chronique. Il me dit qu'on s'attend des jeux légers avec peu de règles, donc des jeux d'ambiance, d'être justement accessibles à tous parce qu'on les utilise quand nous sommes en présence d'une foule significative. Et donc on ressent peut-être davantage le contraste entre le fantasme, c'est-à-dire l'universalité espérée du jeu, et le réel, le besoin d'un bon groupe. C'est d'autant plus risqué de sortir ces jeux car dans un grand groupe, on a plus de chances d'avoir une personne à qui le jeu va déplaire. Et en conclusion, une expérience de jeu dépend toujours des joueurs autour de la table. Tous les jeux ont besoin du bon groupe pour être amusants, pas seulement certains. Et ça prend l'envie et la capacité de jouer, et l'envie, à mon avis, importe plus. Donc, l'analyse de cette croyance que seulement certains jeux ont besoin du bon groupe m'a permis de mieux comprendre mes propres biais et m'en apprend sur le genre humain, sur le type d'humain qu'on est en fait, de prendre conscience de l'effet de troupeau dont on peut être victime quand on est dans un milieu où un peu tout le monde pense de la même façon et qu'on pense que c'est une croyance ou un fait universel. Voilà. Alors moi déjà je vais faire amende honorable. Toi t'as dit que t'étais l'éditeur qui râle après tout. Moi je suis quand même la personne qui fait tout son son courrier sur son téléphone pendant les parties. Donc tu vois, c'est sûr que c'est non, t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Ou alors je vais vider mon lave-vaisselle, par exemple. Ça c'est aussi. Écoutez, ça c'est un grand classique à la maison. Voilà. Non alors quand même faut révéler que t'as fait cette chronique parce que on parlait d'un jeu tous les deux et je t'ai dit il faut le bon groupe, il faut avoir les bonnes personnes pour que ce jeu pour que le jeu marche quoi, pour que l'expérience soit pleinement satisfaisante. Et je me suis énervé. Ouais, je me suis pris le revers. Voilà, donc c'est un peu de ma faute si t'as écrit cette chronique et le jeu en question c'était Snowware. Ah oui. Pour la petite histoire. Je suis allé mettre un 10 à Snowware sur Board Game Geek la semaine dernière. Et c'était le premier. Je pense qu'il n'y a aucun 10, aucun 9 et probablement aucun 8, ce jeu-là sur BGG. Et je l'aime d'amour pourtant. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas tant que il faut pas toujours le bon groupe, enfin que chaque jeu nécessite son bon groupe, c'est pas tant ça parce que je comprends tous les arguments et effectivement tous les arguments qui sont liés au contexte dans lequel tu joues au jeu, bah ça je peux pas dire le contraire. Effectivement, comme tu le dis, il faut pas jouer à Ark Nova à 3h du matin avec des débutants et en ayant bu énormément de cocktails juste avant, ça c'est clair. Mais moi mon propos, il était plus de dire d'avoir le bon groupe, c'est que je pense qu'il y a des jeux qui sont quand même très formatés, enfin en tout cas qui ont des propositions qui sont attendues, assez prévisibles et dont le propos n'est pas de te bousculer en fait en tant que joueur ou joueuse. Et je parle pas, et là quand je dis ça, je parle pas de joueurs ou joueuses occasionnels en fait. Je parle de gens qui sont vraiment à errer sur les forums de BGG en fait, vraiment voilà. Tu vois, la question, ça va même pas être de savoir si les personnes, on va aimer ou pas ces jeux-là, mais c'est plutôt qu'il y a des jeux qui, au contraire, eux, vont avoir des propositions plus audacieuses et des propositions plus fortes. Et pour moi, c'est des jeux qui vont donner leur potentiel si les personnes qui y jouent, bah, elles ont la curiosité et l'audace pour faire des expériences un peu différentes qui vont sortir des sentiers battus. Et par exemple, un jeu comme Snowware, pourquoi je le disais à propos de Snowware, c'est parce que c'est un jeu, par exemple, qui n'a pas de scoring. Est-ce que je peux l'expliquer donc aux gens? Donc, Snowware, c'est un jeu qui comporte 110 cartes. D'un côté, il y a du feu et de l'autre côté, il y a de la neige. Toutes les cartes sont identiques, à part 6 cartes, mais bon, je vous explique tout de suite. Au début de la partie, on étend les cartes littéralement sur la table du côté feu. Et à votre tour, vous devez prendre une carte libre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre carte par-dessus, mais donc elle est entièrement dégagée. Vous la retournez sur le côté neige et vous la placez sur le tas de feu. Et le but, c'est qu'à la fin de la partie, vous ayez été capable de prendre, de recouvrir tout le feu. Et les 6 cartes spéciales, ce sont 6 cartes avec un flocon de neige qu'on peut garder pour la fin de partie. Voilà, je vous ai expliqué 100% des règles de Snowware. Voilà, et c'est un jeu qui n'y a pas de scoring.
En fait, parce que le jeu te dit qu'à la fin, tu regardes ce que t'as fait et tu regardes si t'es satisfait. Je suis désolée. Pour moi, ça, c'est quand même audacieux. Ça te propose quelque chose qui est différent. Et on sait que les joueurs et joueuses, souvent les joueurs, aiment avoir un score, tu vois, alors qu'il y a des jeux qui ne s'y prêtent pas pourtant. Mais on met quand même un scoring parce qu'on sait que les jeux sont principalement destinés à des gens qui ont des profils compétitifs. Donc, on fait des jeux pour eux. Et comme on fait des jeux pour eux, on appelle des gens avec des profils compétitifs et on a du mal à s'en sortir et on voit quand même qu'il y a des évolutions parce que on a de plus en plus de jeux coopératifs avec des façons de scorer différentes ou en tout cas on essaye de s'extraire un peu de ça. Et on sait que je crois que par exemple pour qu'un jeu soit classé jeu sur BGG, il faut qu'il y ait une méthode de score. Je crois que c'est un prérequis. Il faut qu'il y ait une forme de sanction, de victoire, défaite, réussite, échec. Voilà. Et donc si tu pars de là où que quand même c'est un trait commun de une grande partie des joueurs et joueuses, et que même des gens qui jouent occasionnellement, on présente en général les jeux dans l'idée du jeu, il y a une idée de défaite et de victoire. Quand tu proposes un jeu qui ne fonctionne pas du tout comme ça, et qui te dit, en fait, c'est une question d'appréciation personnelle, et après on peut en discuter en groupe, et tu proposes quelque chose qui est quand même vachement plus audacieux. Et du coup, moi j'ai tendance, toi tu dis, finalement, les jeux, il faut le bon groupe, c'est des jeux qui seraient dévalorisés. Moi je te dis, c'est plutôt le contraire. Pour moi, c'est des jeux que j'aurais tendance à survaloriser parce que justement, ils sont audacieux. Ils proposent une expérience originale. Ils sont plus innovants. Comme tout ce qui est un peu plus innovant ou d'avant-garde, ça va nécessiter des personnes qui ont l'envie, en fait, de tester des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles choses. D'être surpris, d'avoir un truc avec peut-être des défauts, mais au moins un truc différent. À titre perso, je joue quand même pas mal. Un des principaux reproches que je fais souvent, c'est de me dire, ça, j'y ai déjà joué 1000 fois. D'une autre, oui, ok, c'était peut-être pas des cartes comme si elles étaient un peu différentes, mais globalement, j'ai déjà eu le sentiment d'avoir fait ça 1000 fois dans ma vie. Alors, j'exagère, pas 1000 fois en vrai, mais bon, on comprend l'idée. Je suis quelqu'un d'un peu excessif. Et quand j'ai des jeux qui ont des propositions un peu différentes, un peu originales, qui me font ressentir des choses, qui m'amènent vers quelque chose d'un peu différent, oui, là, moi, je trouve ça, au contraire, mieux, en fait. Enfin, c'est ce que je vais rechercher. Et je pense que tout le monde recherche pas ça parce que tout le monde joue pas avec cette volonté-là de jouer et pour y trouver les mêmes choses. Donc moi, ce serait plutôt le contraire. Je vais survaloriser des jeux qui te proposent une expérience différente. Mais c'est parce que tu es un unique flocon, Paul Garand. Ah, mais pas du tout. Non, mais c'est sûr que moi, je le prenais beaucoup... je vais dire jeu de stratégie versus jeu d'ambiance. Dans un cas où on doit effectivement être compétitif et l'autre, ce n'est pas le but du jeu tant la compétition. C'était là Parce que c'est souvent comme ça que c'est entendu en fait. C'est pour minimiser, comme si c'était des jeux qui n'étaient pas intrinsèquement bons et voilà, qui dépendent de facteurs exogènes qui sont les joueurs et joueuses et de leur bonne volonté à s'investir dans la partie. C'est pour ça que je remets en question aussi les notations BGG. C'est que c'est des profils types de joueurs et joueuses très particuliers. Et ils ont tendance, en fait, à avoir ce genre de formule, je pense à laquelle tu te réfères et qui t'a énervé, quoi. Oui, parce que je suis de ceux qui aiment beaucoup le mélange des genres, faire une blague vulgaire, mais avec un vocabulaire recherché ou l'inverse. Donc, je la ferai pas là, live, mais c'est ce que j'aime, l'union des contraires. Donc, j'aime pas les catégorisations trop sévères, même si en disant ceci, je viens de me souvenir que ma dernière chronique, c'était justement sur la catégorisation. La catégorisation. Où tu disais que c'était hyper utile, quoi. Et après, tu vois, sur le point que tu soulèves sur le contexte quand on joue, ce qui me gêne quand on utilise le contexte pour expliquer un peu toujours l'avis qu'on a sur les jeux, c'est que, en fait, ça relativise toujours la perception et le ressenti qu'on a. De dire, oui, mais c'est parce qu'on a joué à 2h du matin, oui, mais c'est parce qu'on a joué bourré, oui, c'est parce qu'on a joué avec machin qui met 20 ans à jouer et le jeu, du coup, c'était l'horreur, on a poireauté et tout. Je pense qu'on devrait être capable de dissocier notre appréciation de la qualité d'une partie et de la qualité du jeu. Ça demande un effort qui est pas évident aussi, parce que je me souviens très, 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 très bien de ma première partie de Love Letter avec une dame à table qui prenait probablement 3 minutes pour jouer son coup, ce qui faisait que chaque manche de Love Letter durait 10 minutes. Mais le jeu m'a déplu beaucoup. Et plus tard, j'ai rejoué avec, j'allais dire, des gens normaux. Je mets des gros guillemets à normaux, mais... Et là, oui, c'est un bon jeu, mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup que c'était le problème.
Mais excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse poursuivre. Non, mais en fait, c'est ça. Et je pense qu'en fait, on est capable, malgré tout, de ressentir, même si on a un mauvais contexte, les qualités potentielles. Après, bien sûr, quand on est dans cette espèce de questionnement sur les jeux, sur ce qu'on ressent, essayer d'analyser, que tout le monde ne fait pas, et tout le monde et c'est le droit le plus strict. Très exactement. Si on prend le micro, ayons la responsabilité de nous interroger un petit peu sur ce qu'on fait. Voilà. Et comme je trouve que c'est important d'essayer d'admettre qu'on puisse s'amuser à un jeu qui est mauvais, bah moi par exemple, je l'ai dit, j'ai trouvé Perspective, je trouve que c'est un mauvais jeu auquel j'ai quand même pris du plaisir à jouer. Et de la même manière, on peut s'ennuyer ou vivre un très mauvais moment dans un jeu qui est probablement très bon objectivement. Et je le redis, moi je sais que Brass, moi c'est un jeu que je n'aime pas du tout, mais je reconnais que c'est sûrement un bon jeu mécaniquement et tout. Mais moi j'ai jamais apprécié mes parties et c'est vraiment même des moments désagréables, tu vois. J'aimerais bien qu'on essaie de réfléchir comme ça parfois. Et sur le troisième truc dont tu parlais, sur la capacité à jouer versus l'envie d'y jouer. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et j'avoue que je suis pas encore sûre de savoir toutes les réflexions que tu vois ça suscite. Ah, mais ça m'a tellement marqué. Et il y a plusieurs anecdotes que je n'ai pas racontées, mais une, peut-être les plus vieux d'entre vous se souviendront du jeu Objet trouvé de Philippe Despalières. Écoutez, c'est un jeu de devinette, là. Il faut faire deviner une phrase à partir d'objets comme un caillou, une brosse à dents, un élastique qui sont fournis dans la boîte. Donc, c'est ce jeu qu'on a vu 1 million de fois, là, je veux dire, de faire deviner. Et j'étais en présence d'une femme médecin, une femme très brillante, très performante, et qui a eu une angoisse, qui a presque refusé d'y jouer. Donc, c'était vraiment pas une question de capacité, mais elle a figé parce que elle fuyait devant la compétition. Et on s'entend une compétition très soft, là. J'ai tellement d'anecdotes comme ça dans les dernières années. Et en fait, suite à ça, tu vois, je me essayais de me renseigner un peu parce que je me disais qu'on pouvait définir en fait des archétypes, des motivations à jouer. En fait, un peu des sociotypes qui dépasseraient juste les simples goûts. Oui. Le fait que t'aimes plutôt les coop, ou que t'aimes bien les jeux de déduction sociale, ou que t'aimes bien les jeux où on se fait deviner des mots, ou au contraire les jeux de gestion dont on parlait. Mais et que ce serait au-delà des goûts, en fait, on pourrait définir les gens plutôt par leur motivation, et que ce serait sûrement peut-être un peu plus intéressant. Tu vois, que des catégories dites qu'on retrouvait dans des mauvais tests psy de magazines, tu vois, de magazines d'été. Enfin, voilà. Dans le secteur du jeu de société, ça n'existe pas vraiment. Mais grâce à Vincent Berry, que je salue au passage, il m'a renvoyé sur une analyse qui a été faite dans le domaine du jeu vidéo, où là, il y a eu des analyses qui s'intéressent en fait à l'intention des joueuses, et donc c'est ce qu'on appelle une analyse motivationnelle. Donc, dans un article ou un livre de Richard Bartle qui s'appelle Designing Virtual Worlds en 2004, je sais pas tu prononcerais mieux que moi en anglais. Donc, c'était sur les jeux vidéo en ligne, mais en fait, je pense que ça peut très bien, Ça peut s'appliquer plus large, là. Ouais, parce qu'en fait, comme c'est les jeux vidéo en ligne, ça veut dire que c'est des jeux avec des interactions avec d'autres joueurs et joueuses et pas du jeu où tu vas jouer solo. Et du coup, je pense que ça peut très bien s'appliquer à ceux qui jouent à des jeux de société en ligne, comme sur la plateforme BGA, ou bien même autour d'une table, parce que en fait, on est un peu dans la même condition. Et donc, tu me diras ce que tu en penses, mais il définit 4 grandes catégories. Donc, tu vas avoir les explorers, donc les joueuses exploratrices, qui, elles, vont être axées sur la découverte du monde, de l'histoire, de l'univers, des nouveautés. Tu vas avoir les achievers, donc les joueuses performeuses, qui elles vont être centrées sur le développement et la progression, le gain de nouvelles compétences, l'acquisition d'objets précieux, la connaissance complète du jeu. On va avoir les socializers, donc qui sont les joueuses pro-sociales, qui sont sensibles aux sociabilités, à la mise en place de groupes, à la gestion de la communauté et aux pratiques de faire semblant. Et ensuite, on va avoir les killers, les joueuses compétitrices, on va dire les joueurs compétiteurs, orientés sur la dimension agonistique du jeu et l'affrontement. Et en fait, je pense que c'est des choses qu'on peut très bien retrouver, en fait. Parce que les gens qui vont pas avoir envie de jouer à des jeux, des jeux de gestion, c'est peut-être des gens qui seront ni compétiteurs quand c'est des jeux en compétitif, en fait, où on va vraiment, ni en achievers, parce que dans les jeux de gestion, on a l'idée qu'on va se développer, progresser, et qu'en plus, il va falloir y rejouer pour devenir meilleur, comme bien connaître les stratégies, connaître les trucs, les cartes et tout.
Et en fait, quelque part, je trouve qu'on reboucle avec l'idée que s'asseoir à une table de jeu, c'est toujours le fameux contrat social auquel on adhère implicitement. Et donc, il faut consentir, avoir envie de jouer et aussi connaître les personnes avec qui tu joues, savoir quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les amène autour de la table finalement. Oui, j'ai lu l'article, mais c'était déjà dans le fond de ma mémoire parce que j'avais lu ça il y a longtemps. Mais bon, mon petit reproche, c'est que des fois, je comprends mal la distinction entre certaines catégories, mais on pourrait au moins... Tu fais du mauvais esprit, là. Un peu de mauvaise foi. C'est sûr qu'on pourrait au moins distinguer ceux qui sont là plus pour l'aspect social et d'autres pour l'aspect compétitif. Je pense que ceux qui aiment, disons, se triturer les méninges et ceux qui aiment se retrouver avec des êtres humains. Et ça, effectivement, c'est important de bien le comprendre quand on choisit le jeu qu'on va mettre sur la table. Bon, c'est tout ce que tu avais à objecter. Je trouve que tu me donnes raison, finalement. Pas du tout. Non, parce que sur le fond, on est quand même en désaccord. Et toi, ta chronique? Eh bien, écoute, on va parler de mensonges et de trahison. De beaux sujets. C'est tout un programme. Donc, mensonges et trahison. On dirait un titre d'un roman de Jane Austen quand même. Dans la vraie vie, la trahison, ce n'est pas un comportement qui est valorisé socialement. Elle se définit comme un acte de déloyauté délibéré par lequel celui qui trahit détruit la confiance de celui qu'il trahit et souvent en mentant. L'histoire est parsemée de traîtres qui ont rarement laissé une image positive d'eux et de leurs actions. Dans les œuvres de fiction, les traîtres n'ont pas non plus bonne presse. Ils constituent souvent des personnages qui sont narrativement intéressants. On a tous en tête des exemples. Mais ils suscitent rarement l'empathie des lectrices ou spectatrices. En effet, même si on s'intéresse aux motivations de leur trahison, qui trouvent généralement leurs racines dans la jalousie, la vengeance, la cupidité, la volonté de pouvoir ou de domination, celles-ci constituent rarement des motifs légitimes et qui ne permettent pas de passer outre le délit moral qu'est la trahison. On peut apprécier ces personnages, mais surtout parce qu'on est en droit de les juger et qu'on a le droit même de les détester. Dans le domaine du jeu de société, il en est tout autre. De nombreux jeux reposent sur l'existence d'un ou plusieurs traîtres et la trahison devient souvent tout le sel du jeu, son enjeu. Le groupe de joueuses sait qu'elle va se produire, mais elle ignore de qui elle proviendra, voire quand. Dans certains jeux, ce rôle est même plébiscité. Alors combien de fois tu as entendu quelqu'un se plaindre qu'il n'était qu'un simple villageois ? Probablement peut-on y trouver une explication du côté du fameux cercle magique, qui est un concept souvent galvaudé, mais qui semble à même de tout expliquer dans les comportements des joueuses par opposition au comportement humain. Donc le cercle magique, c'est ce lieu immatériel qui a été évoqué initialement par Huizinga, qui définit tant un endroit qu'un moment au cours duquel le jeu se déroule, et qui n'est pas exactement le monde réel. Dans ce lieu, la joueuse s'engage, mais sans gravité, sans enjeu, ce qui peut lui laisser croire qu'elle s'affranchit de ce monde réel et de ses contraintes, notamment éthiques. Ainsi, dans des jeux qui poussent justement à la transgression morale que représente la trahison, mais que reste-t-il de notre responsabilité individuelle ? Dans la catégorie des jeux à rôle caché, que l'on qualifie aussi de jeux de déduction sociale, on va trouver souvent des jeux coopératifs sur le papier, dans lesquels les joueuses devront mener à bien une tâche commune. La trahison n'intervient pas ici comme un élément mécanique en tant que tel, c'est plutôt l'attribution de rôle caché qui l'est. La trahison constitue le comportement attendu des joueuses, comportement qui est suscité justement par le fait de donner un agenda secret, une condition de victoire différente, voire en contradiction avec celle des autres joueuses. Pour gagner, celles qui héritent des rôles assimilés à ceux de traîtres devront littéralement abuser de la confiance du groupe pour parvenir à leur fin et l'emporter. Dans certains jeux, démasquer les traîtres et les empêcher de gagner, en ne se faisant pas identifier et éliminer par la collectivité des joueuses, c'est l'élément central. On pense évidemment au loup-garou tierce-lieu et à tous ses dérivés. Certaines joueuses vont disposer d'informations privilégiées, la voyante, la petite fille, et devront en faire le meilleur usage. Si toutes savent que des traîtres sont présents autour de la table, mais leur identité reste une information particulière dont toutes ne disposent pas. Les traîtres vont donc avoir intérêt à brouiller les pistes et à manipuler les débats. Dans d'autres jeux, la présence d'un traître va être un élément supplémentaire qui permet de rendre le jeu plus intéressant. Dans Insider, par exemple, les joueuses doivent avant tout trouver le mot connu du maître du jeu dans le délai imparti. C'est l'objectif principal.
Mais à cela va s'ajouter une sorte de mission secondaire, identifier le traître, qui pourrait bien les priver de la victoire si le mot est deviné. Et parfois, le fameux insider n'aura même pas besoin d'agir particulièrement. Les joueuses peuvent très bien trouver le mot sans son aide, ce qui rendra l'identification du traître encore plus difficile. On voit bien que cet élément supplémentaire, ce petit twist, a pour but de susciter des comportements sociaux forts, destinés à briser la monotonie apparente d'un jeu. Ainsi, dans Battlestar Galactica, un jeu coopératif dans lequel on doit parvenir à faire sauter la flotte suffisamment de fois pour atteindre Kobol, le véritable sel du jeu repose sur cette part d'identité cachée, et qui d'ailleurs ça va changer à mi-partie en accroissant potentiellement le nombre de traîtres. Et ça repose plus là-dessus que sur le gameplay de base qui est proposé par le jeu, qui est un jeu coopératif plutôt classique. Pourtant, dans tous ces jeux, si certaines choses trahissent le groupe, c'est parce que c'est le jeu qui leur impose. Elles ne peuvent pas gagner autrement, elles n'ont pas le choix des modalités de leur victoire. La trahison n'est donc pas une volonté propre, mais elle résulte des règles du jeu et des mécaniques mises en œuvre. Les considérations morales des joueuses sont donc évacuées au profit des considérations morales de ce qu'elles incarnent en jeu. Trahir le groupe est donc inévitable, et ça devient un nouveau curseur moral, sauf à jouer battu d'avance. Ces jeux ne suscitent donc pas de dilemme moral, justement. La trahison n'est pas permise à toutes. On est traître dans ces jeux, on ne le devient pas, à l'exception peut-être de Battlestar Galactica, comme on le disait. C'est une volonté quasi divine, celle de l'autrice du jeu, et un peu du hasard, la distribution aléatoire des rôles. C'est donc cette volonté quasi divine qui fait de vous un traître. Pas de responsabilité de la joueuse dans tout ça, ouf, on est tranquille. Donc pas de questionnement, pas de remise en question de nos actions, on ne fait qu'obéir aux diktats du jeu. Puisque le jeu nous y force, la trahison n'en est pas une. Tout comme dans Mytho, tricher n'est pas tricher, puisque c'est exactement ce que le jeu vous permet de faire légalement. Certes, le traître va abuser de la confiance du groupe, mais c'est son comportement attendu. S'il agissait autrement, ce serait probablement une trahison beaucoup plus forte, à l'égard du jeu et du contrat social qu'il propose entre les participantes. Imagine que quelqu'un, à l'issue d'une partie de The Resistance, se lève et dise « en fait, j'étais un espion, mais j'ai décidé d'aider la résistance. » On pourrait faire la même avec Secret Hitler. Imagine, j'étais fasciste, mais finalement, je suis repenti. Eh bien, il y a fort à parier que toutes les autres joueuses se sentiraient pour le coup trahies d'un tel comportement et qu'elles considéreraient la partie comme complètement fichue. On aurait raison de blâmer cette joueuse ou ce joueur parce que tu viens de gâcher tout le plaisir qu'on avait à jouer en faisant ça. C'est pour ça que je ne joue pas à Secret Hitler, vois-tu. Parce que moi, j'aurais envie de faire ce move. D'autres jeux vont proposer une expérience sensiblement différente car ils n'imposent pas à certaines joueuses de trahir, mais ils vont laisser cette opportunité à l'ensemble des joueuses. Elles peuvent choisir de gagner tout ensemble, ou encore de gagner individuellement à la régulière, principalement dans des jeux de négociation. Le jeu va fonctionner très bien comme cela, la partie ne sera pas ratée mécaniquement si aucune trahison ou coup fourré ne survient. Pourtant, en laissant cette possibilité, en donnant un avantage potentiel à celle qui se saisit de cette opportunité, force est de constater que l'autrice du jeu cherche à inciter les joueuses à trahir. Là encore, c'est une incitation mécanique, mais qui va donner l'illusion de la liberté. Ainsi, dans le dilemme du roi, les joueuses peuvent passer tout type d'accord entre elles avant la phase de vote. La seule limite posée par la règle du jeu à cette possibilité de trahir sa parole réside en cas d'échange d'argent entre les joueuses. S'il y a eu échange d'argent, on ne peut pas revenir sur sa parole. Pour le reste, la règle précise expressément que rien n'oblige une joueuse à respecter un accord ou une alliance promise. De même, dans Interstellar, une joueuse peut tenter à tout moment de se désolidariser du groupe, parce que c'est un jeu coop, pour tenter de s'envoler seule vers la victoire. Le jeu devient soudainement compétitif, transformant ainsi tout l'équilibre qui s'est créé autour de la table entre les joueuses. Mais si cette joueuse échoue, elle est conduite à rentrer dans le rang. Et le cours coopératif de la partie va reprendre, comme si de rien n'était. Enfin presque. Presque parce que cette tentative de trahison va forcément avoir une incidence sur toutes les interactions suivantes de la partie, mais aussi des parties prochaines. Dans ces exemples, on comprend bien que le jeu ne repose pas intrinsèquement sur la trahison, comme dans les jeux à rôle caché abordés précédemment. Le fait de la proposer aux joueuses, c'est plutôt pour moi une technique d'équilibrage, qui va reposer sur la méfiance qui va s'instaurer, et puis une certaine intimidation. La potentialité de la trahison suffit. Aussi, narrativement, cette potentialité contribue à donner aux parties une dramaturgie plus forte, car la trahison reste incertaine, imprévue, et provoque donc des sensations bien plus puissantes chez les joueuses. Elles ont ainsi l'impression que tout n'était pas complètement sous contrôle, que leurs actions ne sont pas dictées uniquement par les règles du jeu, mais aussi par les choix qu'elles font en jeu. Elles ont le sentiment d'être libres, d'exercer leur libre arbitre en choisissant de trahir ou non. En réalité, il s'agit d'une liberté un peu illusoire, parce que celle-ci reste bien évidemment encadrée par les règles du jeu, qui incitent les joueuses à ce que de telles dynamiques se produisent en cours de partie, pour rendre le jeu plus intéressant et provoquer des sensations fortes.
Et si on reprenait un peu les analyses justement sur le libre arbitre, hein, en fait, on peut opposer les philosophes théologiens comme saint Augustin, pour qui le libre arbitre existe avant tout pour justifier que si l'homme agit mal, c'est de son propre fait et ce n'est pas imputable à Dieu. Et à l'opposé, on a cette vision du libre arbitre comme illusoire, parce qu'on ignore souvent les raisons qui poussent à agir, chez Spinoza, ou parce que les causes sont plurales, chez Nietzsche. Ainsi, même l'acte gratuit, celui qui serait sans cause, est en réalité causé par une volonté de défi. C'est le personnage des Caves du Vatican de André Gide qui décide de tuer quelqu'un au hasard, juste pour se prouver qu'il est libre. Or, vouloir à tout prix prouver cette liberté, c'est déjà une preuve de son absence. Au contraire, ne pas exercer sa liberté d'agir, ce serait peut-être la plus grande forme de liberté. Les joueuses sont donc là encore conditionnées à trahir ou à essayer de le faire, ce qu'elles acceptent inconsciemment parce que le jeu leur impose, et consciemment parce qu'elles considèrent qu'elles n'en paieront pas le prix social, tout se passant en jeu et donc en dehors du monde réel. Néanmoins, on sait bien que le jeu n'est pas totalement isolé du monde, et que le cercle magique ne prémunit pas d'une certaine porosité entre jeu et hors-jeu. Trahir en jeu peut donc avoir des conséquences qui débordent le simple cadre de la partie, et qui renvoient alors la joueuse à sa responsabilité. En premier lieu, les comportements adoptés au cours d'une partie ont une influence sur le déroulé de parties ultérieures. Ce qui va revêtir de l'importance plus que la trahison elle-même, c'est la façon dont cette trahison va s'incarner au cours de la partie. On se souvient que dans une partie précédente, cette joueuse a utilisé tel élément rhétorique ou telle technique de manipulation. On guette ses faits et gestes à la recherche d'un indice basé sur une expérience précédente. On en tire même des lois qui défient la probabilité. Non, mais de toute façon, c'est toujours toi qui as le rôle du traître. Moi, j'ai un ami, Nicolas, si t'écoutes. De toute façon, c'est toujours toi qui as le rôle du traître. C'est obligé. Et puis, il existe des retournements de situation en jeu, des actes de trahison qui laissent des traces au-delà du simple temps de la partie. Des situations dans lesquelles, malgré le contrat social initial passé entre les joueuses, les émotions ressenties en cours de jeu sont trop violentes pour être circonscrites à son seul cadre. N'avons-nous jamais entendu ces anecdotes de gens qui s'étaient fâchés suite à une partie de diplomatie ou qui avaient même divorcé après une partie de intrigue? Ah oui, t'as eu ça comme... Excuse. Moi, c'est une légende urbaine que j'ai régulièrement entendue, en tout cas. Et au-delà de ces cas extrêmes, il est évident que la porosité existe entre les moments de jeu et le reste de l'existence. On peut intellectuellement dissocier ces phases de notre vie, mais ça me paraît un peu présomptueux de se croire capable de dissocier nos émotions. Par conséquent, le jeu et ses règles ne nous exonèrent pas totalement de notre responsabilité. Certes, nos motivations sont issues d'une pluralité de causes, mais pourtant, nous en restons responsables lorsque dans un jeu, nous incarnons le traître et devons mettre en œuvre mensonges et manipulations pour l'emporter. Ou encore lorsque nous choisissons de ne pas respecter notre parole pour maximiser nos chances de victoire. Nous gardons toujours la liberté et la responsabilité de choisir comment trahir. Merci beaucoup. Quand tu m'as annoncé le thème, j'étais curieux parce que je suis un grand consommateur de jeux à la Loup-Garou et Time Bomb. J'en ai pratiqué beaucoup. Mais en fait, tout ça, et je me suis rendu compte en lisant ta chronique, c'était surtout le point de départ d'une réflexion, un prétexte pour parler d'autre chose. Du fameux cercle magique et de notre comportement dans le jeu en tant que joueur, en tant que joueuse. Et d'abord, je m'attarderai sur ce cercle magique parce que je pense que oui, j'ai été de ces gens, peut-être il y a une vingtaine d'années, que l'idée arrangeait beaucoup. Je peux faire ce que je veux parce qu'on est dans un jeu. Mais je savais quand même si c'est quelque chose que je prononçais, qu'il y avait quelque chose qui clochait. Pour le savoir, c'est très, très simple. On a juste à bidouiller un peu le principe d'universalisation de Kant et puis de se dire, si je peux tout faire, donc est-ce que je peux vraiment tout faire? Non, je peux pas être violent envers les autres joueuses à table, je peux pas crier après, je peux pas faire des actes physiques de violence. Donc, c'est évident, il y a une limite. Donc, le cercle magique ne permet pas tout. Maintenant, où se situe-t-elle cette limite? C'est la question la plus intéressante, je pense. Moi aussi, j'ai plein d'anecdotes où je pense que les gens ont trop mélangé, et c'est un peu ma remarque, je pense que le problème vient quand on mélange trop le réel et le jeu, justement. Il faut que le cercle magique soit très clair. Par exemple, vous vous souvenez peut-être du jeu Bluff Party ou Je te gâche que, auquel on joue en même temps qu'on fait autre chose, qu'on a une soirée, une fête avec des amis. Il y a un joueur que son défi, c'était de se mettre à genoux et il a demandé sa conjointe en mariage. Mais c'était pas vrai. Et il lui a annoncé seulement... Horrible! À la fin de la partie, je sais pas moi, 1 heure ou 2 plus tard, mais... Je trouve c'est une anecdote horrible. J'espère qu'elle l'a quitté après. Je sais pas, mais je sais qu'elle a fondu en larmes quand elle l'a appris.
Et donc, le problème, c'est que cet homme, il a mélangé le réel et le jeu. Et c'est un cas, il y en a plusieurs autres. Je pense que le problème, c'est quand on importe trop de réel dans le jeu, quand on ne voit plus la frontière, quand justement le cercle disparaît et que là, on doute. Quand il y a trop de porosité entre les deux, est-ce qu'on est encore dans le jeu ou est-ce qu'on l'est plus? Hein, je te jure sur la tête de nos enfants, c'est pas moi le loup-garou. Et il y a une personne qui est dans le jeu et l'autre qui ne le sait plus. L'autre problème aussi, c'est quand on reproduit des comportements réels de domination, de violence, de réel dans le jeu. J'ai une amie, malheureusement pour elle, et ça c'est une anecdote qui a plus de 20 ans, mais elle jouait à Donjon Dragon avec un couple d'amis, ils étaient 3 en tout, et ces gens dans la vie réelle étaient plutôt mesquins envers elle, méprisants, une forme de violence verbale, et ils reproduisaient ça dans le jeu. Donc les personnages étaient mesquins envers le sien. Wow. Donc ça, c'est un autre problème. Le cercle magique ne peut pas justifier ça. Et au contraire, je pense que c'est le contraste entre le réel et le jeu qui est drôle, pas sa reproduction. Hein? C'est pour ça que c'est très, très drôle quand notre petite fille adorée de 6 ans réussit un bluff brillant alors qu'on la croyait incapable de nous mentir. Et que Gisèle, cette amie fidèle, honnête, généreuse, nous fait le pire des coups dans un jeu à la diplomatie, par exemple. C'est là où je pense que ces jeux où la trahison fonctionne le mieux. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut accepter le mensonge. Il faut accepter de jouer le jeu. Hein? C'est un peu comme la suspension consentie d'incrédulité au cinéma. Il faut accepter de sauter à pieds joints dedans, sinon on se prive d'un grand plaisir. Hein? On rompt le contrat, le plaisir, tu l'as dit avec ton anecdote pour Résistance. Puis on se prive aussi du principe de catharsis, de pouvoir faire autre chose, justement, d'explorer. Personne n'a envie de se faire manger par un zombie dans la vraie vie, mais j'ai pas besoin de vous expliquer que Walking Dead a connu beaucoup de succès. Il faut accepter aussi... je pense à ma grand-mère qui refusait de pendre ses petits-enfants en jouant au loup-garou. Alors, j'ai la même anecdote que toi. Hein. On peut pas jouer à des jeux comme ça avec les grands-parents. De toute façon, ils ne veulent pas éliminer les enfants. Non. Eux le sachant très bien, en profitent largement, bien sûr. Je pense qu'il faut être capable de, métaphoriquement, mettre son poing sur la table en jouant à l'Art des Dragons, un extraordinaire jeu de négociation de Bruno Feduti. Hein? Il faut accepter le jeu. Tu ne peux pas en vouloir aux autres de t'avoir trahi à diplomatie si on a joué selon les règles de l'art, si on était toujours clairement dans le jeu. Ce que j'ai observé aussi, c'est que la trahison, pour qu'elle fonctionne bien, et là je me sors un peu des considérations éthiques pour parler plus de game design, mais je trouve que il faut pas qu'elle soit trop facile ni fréquente. Il faut qu'elle ait un coût. Dans Intrigue, qui est un jeu d'un certain âge, qui m'a fait beaucoup fantasmer, vraiment, j'attendais beaucoup de ce jeu-là, j'étais un peu déçu parce que la trahison, elle ne m'apparaît ni surprenante, ni coûteuse. Elle m'apparaît arbitraire, gratuite, incompréhensible et beaucoup trop fréquente. Elle n'est plus surprenante. Et ça provoque pas l'émotion que j'aurais espéré. Ce fameux « Ah, mais comment as-tu pu me trahir? » Si dans le fond, tout le monde trahit tout le monde à chaque tour. Donc, c'était ce que ça m'inspirait, en fait. Donc, en fait, c'est plus imprévu, en fait. Il y a plus, parce que c'est ça. En fait, c'est la potentialité de la trahison, hein, dans certains jeux qui suffit. Et c'est vraiment, pendant que tu lisais ta chronique, c'est le mot que j'ai écrit en majuscule sur ma feuille. C'est la potentialité, c'est le choix de trahison qui rend Là, j'ai peut-être un fantasme d'éditeur, mais je ne le suis plus. Mais vraiment, un jeu où est-ce qu'on laisse aux joueurs, le choix de trahir, c'est difficile à encadrer parce qu'il y a toute une question d'équilibre qui est généralement assez fragile, qu'on va venir briser si un joueur seulement ou si plusieurs joueurs. Combien de joueurs doivent trahir pour que le jeu fonctionne toujours, qu'il y ait encore une victoire ou une défaite qui est tendue? Mais je pense que c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant puis qu'il y a quelque chose à fouiller, en fait. Ouais, finalement, on n'est pas trop en désaccord parce que moi, tout mon propos, il est de dire... Moi, j'ai pas de problème au jeu, tu vois, où on trahit, à part Secret Hitler, mais c'est pour une autre raison. Simplement, je pense comme toi que quand on trahit dans ces jeux, en réalité, on fait pas n'importe quoi. Ça justifie pas de faire n'importe quoi. Et faut réfléchir que la façon dont on va trahir, la façon dont on va se comporter, elle peut avoir des incidences. Et comme tu dis, quand on oublie, quand on utilise des éléments autres, extérieurs au jeu, dans le cadre de la trahison,
ou par exemple si on fait des alliances et qu'on va rompre sa parole, etc. Si tu commences à utiliser des éléments de la vraie vie et que tu les amènes dans le jeu, là c'est là que tu vas avoir que tu restes complètement responsable de ce que tu fais, parce que c'est toi qui décides d'apporter ces éléments-là. Et c'est là, en fait... Ben, c'est toi qui as créé le pont entre les deux, là, et c'est ton problème, en fait. Voilà, et c'est pour ça que je dis qu'en fait, même si dans la plupart de ces jeux, c'est bien évidemment... Ça provient des mécaniques du jeu qui sont là pour susciter ces dynamiques-là, donc ces moments etc., et qui vont provoquer des émotions qui sont, on le sait, de toute façon, fortes, même si on n'est que dans un cadre purement du jeu, même si on est que dans le cercle magique, c'est quand même des émotions fortes, parce que la trahison, c'est quelque chose qui est compliqué à accepter, et même si elle a aucune incidence, on le voit bien, le ressort que ça a. Si en plus de ça, tu rajoutes des éléments extérieurs qui sont dans la vraie vie, tu vas rajouter une couche et tu peux pas penser que ça va pas laisser de traces, en fait. Ça va forcément déborder. Si tu laisses, c'est des jeux qui doivent être super bien encadrés, quoi. Parce qu'ils sont conçus, parce que quand même, c'est conçu pour provoquer des sensations déjà fortes en jeu, même si y a rien de personnel et rien du vrai monde, enfin de la vraie vie, quoi. Ben, tu le dis en introduction, la trahison, c'est vraiment, je pense, c'est quasiment le pire des péchés aujourd'hui, ou en tout cas de peut-être depuis toujours même. Donc, de l'avoir dans un jeu, c'est très intéressant. C'est une forme de catharsis encore, de vivre le truc qu'on ne pourrait pas vivre dans la vraie vie. Oui, bien sûr. De faire des choses qui te sont interdites moralement, et qu'on s'interdit de faire moralement, quoi. Et là, non seulement je te le permets, mais je te l'oblige. Oui. Si t'es loup-garou, tu dois mentir. Donc, mais juste ça, même si ce n'est pas un choix, c'est déjà intéressant pour très large partie de la population, là, des joueurs. Là, que ce soit imposé comme dans des jeux comme les loups-garous, ou que ce soit une possibilité offerte, qui peut suffire, mais c'est vrai que dans ce cas-là, c'est quand même pas exactement... C'est quand même plus compliqué à gérer, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Après, c'est quand même toi qui décides de comment tu vas mener ta barque. Et donc, c'est quand même à toi de réaliser que même si on t'y oblige, t'as toujours ton curseur moral à toi, en fait. Hein. Et c'est quand même ton curseur moral, pas de joueur ou de joueuse, hein, d'être humain, hein, qui va interférer, enfin, qui va être pris en compte. Mais là, est-ce qu'on sera en train de faire la morale aux gens? Rassure-moi. Totalement. Mais non, bah, bien sûr qu'il faut pas faire la morale. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Moi, je suis quand même. Moi, j'aime bien les jeux à rôle caché, mais je suis très prudente des gens avec qui j'y joue. Ok. Parce qu'il y a certains comportements qui débordent. Non, parce que moi, je sais que ma porosité, elle est très faible. Donc, je sais que ça va beaucoup plus m'affecter que ça ne devrait. Mais en fait, c'est encore une fois, il faut bien se connaître, faut connaître ses attentes, faut connaître ses attentes, tu vois. Mais je pense quand même, moi, je considère qu'on reste responsable de nos actes. Après, je comprends tout à fait les personnes qui disent « Non, je profite de ça pour vraiment d'être dans un moment cathartique, comme tu le dis, ou... » Ben, peut-être que si dans ce cas-là, ça implique de souligner à grands traits au début de la partie, on met un curseur dans le temps, là, à partir de maintenant, de l'instant, de cette seconde 1, tout ce que je vais dire n'appartient qu'au jeu et strictement... peut-être que ça permettrait justement de rassurer un peu, mais en même temps, si on reproduit des comportements de violence qui sont dans la vraie vie, le problème revient quand même. Non, ça fonctionne pas. Je pense pas que ce soit vraiment possible, en fait. Je pense pas que tu puisses avoir une véritable, imperméabilité entre les deux. Une frontière étanche, là. Dans les jeux à élimination, en général, moi, mes enfants, par exemple, ils m'éliminent toujours en premier. Je les soupçonne de se venger, tu vois. Mais je les comprends. Ça va. J'imagine que c'est pour eux un moment de jouissance symbolique, tu vois. Mais c'est sûr. Et ils le font pas pour des bonnes raisons en jeu, ils le font pour des mauvaises raisons extérieures. Oui, mais ça pose plein de questions. Puis même sur l'intention du jeu encore, est-ce que tu cherches à gagner? Est-ce que tu cherches une vengeance symbolique? Parce que tu peux... je ne sais pas si c'est vraiment lié. Est-ce que c'est une anecdote que j'ai déjà racontée? Bon, j'avais quelqu'un dans mon groupe de joueurs que c'était un jeu où est-ce qu'on s'attaquait avec dude on a map, donc des armées sur la carte. Et à mon tour de jouer, je devais le soutenir. Puis, il a bien vu que mon meilleur coup, c'était pas de le soutenir. Au contraire, c'était de le trahir. Et ça, il l'a compris très, très, très bien. Là, mathématiquement, c'était mon coup à faire. Mais il m'a dit, si tu me trahis, je vais assurément perdre la partie. Mais
En échange, je vais m'assurer que tu perdes la tienne. Ah! Vu que j'aurais plus le souci de gagner, je vais tout faire pour que toi, tu perdes. Et moi, j'étais dans une curieuse situation. Soit je le trahissais, que c'était mon meilleur coup, mais après ça, je m'assurais de perdre parce qu'elle allait s'acharner sur moi. Ou soit je le trahissais pas, mais je faisais pas mon meilleur coup et je m'assurais de perdre aussi parce que les autres allaient forcément gagner si je jouais pas de façon optimale. Donc, il y a une espèce de... Mais est-ce qu'elle allait tenir sa promesse maintenant de foutre ma partie en l'air? Donc, c'est une espèce de trahison inversée. Est-ce que je dois vraiment penser qu'il va tenir sa parole de foutre ma partie en l'air? Donc, il y a plusieurs questions comme ça sur les intentions. Et t'as fait quoi alors? Je me souviens plus. Oh, comme... C'était une partie Game of Thrones. Non, c'était il y a plus de 20 ans. Là, donc, comme de par hasard. Ouais. Mais il y a plusieurs questions sur la trahison à poser. On a fait le tour de la discussion? Je crois que oui. Ça va? Non, c'était pas si violent. On s'est pas encore battu. Prochaine fois. Non, j'ai vu les sujets de la prochaine fois et je suis pas sûr qu'on s'écharpe dessus. Quoique, peut-être. Ouais, c'est une promesse qu'on fait à nos auditeurs, mais qu'on reporte de semaine en semaine, de mois en mois. Ouais, mais ça arrivera bien à un moment. Merci beaucoup, Christian, en tout cas. Merci, Paul Gara, pour cet accueil, pour cette occasion de débattre de choses inutiles. Et donc de pelleter des nuages, comme tu dis. Très exactement. Et puis on se retrouve le mois prochain, du coup. Vu que toi, de toute façon, toutes tes chroniques sont écrites. J'ai 2 autres chroniques décrites, ne le dites à personne. Bon, merci encore, Christian. Puis merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. Et puis à bientôt. Salut! Bye. Merci à tout le monde.